Oui, donc je suis né en 1955, ça simplifie les choses pour savoir quelles sont les périodes desquelles je vais parler. Euh, En fait, je suis né en région parisienne d'une famille à un quart d'origine bretonne, du Pays Gallo, la charmante commune de Quelneuc, pour préciser. C'est une petite commune à la limite entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Et pour des raisons que j'ai jamais comprises et que je n'ai pas analysées, je me suis très vite intéressé, quand j'étais jeune adolescent, à différentes formes de musique dite traditionnelle et à dépenser mon argent de poche à acheter des disques de collectage qu'on trouvait à l'époque principalement de musique africaine, puisque c'était Okora qui était la grande structure qui développait ça, et aussi un petit peu de musique savante indienne, puisque c'était la mode par les Beatles de Ravi Shankar et Nko. Assez tôt, mon père m'a offert un disque qui s'appelait En passant par la Bretagne, qui s'appelle Fesnos Kadwoudal. J'en parle souvent, mais ça a été pour moi le marqueur, le démarrage de tout. Et dans lequel on entendait des chanteurs du Pays Gallo. Ah tiens, c'est vrai, ça peut s'enregistrer. Moi, je pensais qu'avec mon grand-père, qu'on surnommait Pépette, qu'avec Pépette, quand il avait un coup dans le nez, qui chantait des choses avec une voix un peu tonitruante. Et je ne me rendais pas compte forcément à cette époque-là que c'était de la chanson dite traditionnelle. Et puis, qu'il y avait aussi des gens qui chantaient des choses complètement passionnantes. Et je suis tombé amoureux du Canadiscon en entendant Eugène Grenelle et Albert Bolloré sur cet album. Donc je devais avoir 14 ans, je me suis empressé de me renseigner, 14-15 ans, 14 ans, de me renseigner sur ce qui existait en matière de culture bretonne sur Paris, parce que Madagascar ou la Haute-Volta, c'était bien, mais c'était difficile d'y aller en stop, et puis en plus en Bretagne j'avais des relations familiales. Et donc je me suis empressé de savoir ce qui se passait. J'ai découvert qu'il y avait des festounos, qu'il y avait des cercles celtiques, qu'il y avait toutes ce sorte de choses. Et j'ai commencé avec le cercle, alors je ne sais plus lequel, le premier dans lequel je suis allé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le deuxième c'était Labouracan, et le premier j'ai oublié, c'était un cercle du Nord, peu importe, d'aller dans les festounos. Alors, il se trouvait que, autrement, j'étais d'une famille de gens qui n'étaient pas très riches, mais j'étais passionné par la prise de son. Alors, j'avais réussi à tanner mes parents pour qu'ils puissent m'offrir un petit magnétophone, et j'ai rapidement fait le rapport entre l'intérêt que je pouvais avoir à l'enregistrement et l'objet qui m'intéressait musicalement. Donc, j'ai commencé à enregistrer d'abord dans les festounos de la région parisienne, puis assez rapidement à aller voir des gens de ma famille à Quelneuc et des voisins pour commencer à enregistrer un répertoire qui m'était plus accessible que le répertoire bas-breton à l'époque, puisque je connaissais, enfin j'avais été quand même un peu baigné dans la langue gallo et pas du tout dans la langue bretonne, donc il fallait que j'apprenne. Alors je commençais à prendre quelques cours rue du Départ, je ne me rappelle plus du nom de l'association non plus, de breton en région parisienne. Et puis, un peu plus tard, en voyageant, mais donc j'y reviendrai rapidement, j'ai commencé donc à enregistrer des gens en pays gallo, et puis à suivre des stages à Saint-Vincent-sur-Oust. Ça tombait bien, c'était juste à côté, à Tikendalr. À Tikendalr, durant les stages de musique du Tikendalr, où je travaillais la bombarde et le biniou, puisque bon, ça semblait un élément presque obligatoire. J'avais rencontré en région parisienne aussi dans les festounos des gens de ma génération, voire un peu plus âgés, dont Alain Salin qui jouait avec Yves Castel, Éric Salin, décédé aujourd'hui, chanteur, etc. Et donc j'avais commencé à découvrir ce qui se passait dans le domaine de la dynamique culturelle bretonne à Paris et en Bretagne. Donc fort intelligemment, durant les stages de Tikendalr, il y avait des gens qui venaient parler d'une association qui venait de se créer, qui s'appelait Dastum. Et j'ai découvert que d'aller enregistrer des gens de sa famille, c'était du collectage. Pour moi, c'était aller voir des gens pour acquérir du répertoire et apprendre des choses auprès d'eux. Alors c'est vrai que je venais d'une structure où on va à l'école, puis au collège, puis au lycée. Et donc pour moi, les choses, elles s'enseignent, elles s'apprennent. Donc quand il n'y a pas d'école, il faut aller les chercher auprès des gens qui les connaissent.
Et donc, ces gens que me conseillait la famille, voire mon père, d'aller voir, parce qu'ils étaient reconnus comme étant des chanteurs. Les gens de ma famille aussi l'étaient. Les sœurs Émignac sont des cousines, mais je ne les ai pas enregistrées parce qu'il y avait un problème de famille interne entre eux. Donc, ça, c'est des trucs impossibles, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, quand je leur ai appris, je leur ai parlé par la suite, elles ont découvert qu'elles n'avaient pas été enregistrées des chanteuses qui avaient des grands répertoires dans la commune de Quelneuc, parce qu'on leur avait pas dit à elles que ces personnes avaient un grand répertoire, parce qu'elles étaient du mauvais côté de la famille. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Le Morbihan, Gallo surtout peut-être, mais aussi Bas Breton, est assez friand de ce genre de choses. Peut-être la Cornouaille aussi, mais un petit peu moins, c'est l'impression que j'en ai eu par la suite. Et donc j'ai découvert cette association et j'ai découvert l'intérêt qu'on pouvait avoir de mutualiser ces enregistrements, non pas afin de créer une magnétothèque, une médiathèque bretonne, mais afin de pouvoir justement échanger des connaissances qu'on pouvait avoir, discuter, parler de différents thèmes de chant, autant sur le niveau poétique que sur le niveau musical, avec d'autres personnes qui s'intéressaient au même sujet, etc. Et puis, à l'époque, Patrick Malrieux habitait à Châtellerault, et donc assez rapidement, je saute peut-être 2-3 ans, mais pas beaucoup, comme Dastume s'est structuré, avec des gens du Centre-Bretagne. Ah oui. Voilà, j'ai passé un peu trop vite, mais enfin, c'est pour lier au collectage. Je me suis retrouvé avec notamment Pierre Crépillon, chez Patrick, à indexer les bandes magnétiques et les collectages R numéro 3. Et notamment, je suis tombé avec un plaisir rare sur les enregistrements réalisés par Claudine Mazéas, notamment de Madame Bertrand, et de Jean-Marie Houdec, Jean Poder, etc. Bon, donc dans l'intervalle, j'avais donc quitté la région parisienne vraiment pour des raisons musicales. Mon rapport à l'enregistrement et à l'approche et à l'enregistrement des thèmes et des chansons et des poèmes était toujours pour moi très lié à l'apprentissage d'un répertoire, soit à des fins de restitution immédiate, soit à des fins de compréhension des choses, dans la mesure où peut-être qu'un jour il faudrait aussi retransmettre les choses à d'autres interprètes, essayer de comprendre à peu près comment ça se passe et poser des questions à des gens qui parfois y répondaient avec aisance, parfois repoussaient joyeusement les questions, et les deux cas de figure étaient tout aussi intéressants, parce que ça veut dire que si la question n'était pas intéressante, il fallait que je remette en question ma position moi-même et que j'essaye de trouver des questions qui soient pertinentes pour que les personnes que je rencontrais puissent y répondre, en tout cas en partie. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je suis arrivé en Centre-Bretagne assez rapidement. Je voyageais en stop, comme je le disais, c'est plus facile que d'aller à Madagascar. J'ai rencontré les chanteurs du coin, d'abord Eugène Grenelle, puis très rapidement son cousin Jan van Schemener, qui a à peu près le même âge que moi. On a chanté ensemble. J'ai continué à améliorer mon breton local. À l'époque, la majorité des gens parlaient le breton en Centre-Bretagne. C'était donc plus facile qu'aujourd'hui de s'immerger dans cette réalité. Et puis voilà, les choses allant ainsi, j'ai fait de moi-même un chanteur que je suis resté aujourd'hui. Et j'ai continué à enregistrer toujours pour enrichir et rencontrer des gens, pour enrichir ma connaissance, mon répertoire, et pouvoir par la suite la transmettre. Voilà, c'est en gros à peu près ce qui a déclenché mes intérêts pour ce qu'on appelle après le collectage.
Oui, je voulais dire, excusez-moi, on a beaucoup parlé du bourdon et des choses comme ça. Effectivement, j'ai rencontré, alors je ne sais pas si c'est Claude Roussel qui avait été le premier initiateur, j'ai rencontré les gens du bourdon, mais surtout à l'époque, comme on chantait déjà en région parisienne, je les ai surtout rencontrés parce qu'ils nous ont invités à chanter dans des soirées qu'ils organisaient. À l'époque, c'était à la Cité universitaire. Voilà. Et donc c'est plutôt de cette manière-là et que j'ai découvert que aussi il y avait des gens qui travaillaient dans le domaine des cultures populaires musicales ailleurs dans l'Hexagone. Et puis par la suite, j'ai eu le plaisir de pouvoir partager, d'être présent dans comment on appelle ça, un voyage aux États-Unis qui avait été organisé par Catherine Perrier pour le bicentenaire des États-Unis en 1976, où j'ai rencontré plein de chanteurs et de musiciens d'autres régions. C'était absolument passionnant et je me suis aperçu à ce moment-là des points communs qu'il y avait aussi entre les répertoires francophones du Pays Gallo et d'autres régions. Voilà. Et donc, bon, le reste, j'ai entendu des choses très intéressantes. À cette époque-là aussi, était un peu la mainmise de ce que Loïs appelait, alors, pas des intellectuels, moi je dirais plutôt des érudits locaux qui commençaient à avoir des analyses et des règles très appuyées sur la musique pratiquée par les ploucs et qui en général se trompaient énormément. C'est pour ça que j'avais de plus en plus confiance à la fréquentation des interprètes que j'allais rencontrer plutôt qu'à l'écoute des gens qui pontifiaient sans eux-mêmes avoir eu vraiment été baignés dans cette culture. Voilà, ce voyage en 1976, il me semble qu'il y avait également des rencontres avec les gens du Smithsonian Museum. Est-ce que oui. Tu as bénéficié? Oui. Et puis il y avait énormément de gens de toute culture. Et donc, oui, ça m'a. Mais de toute manière, pour moi, comme j'étais déjà passionné par d'autres formes musicales avant, c'était parfait pour moi. C'est l'année où du riff et d'autres, c'est plus tard, ouais. Alors ça, c'est la première année où il y avait les Verts. Ouais, c'est la première fois qu'ils organisaient ce festival, parce que c'était pour mettre en avant toutes les différentes communautés, les différents peuples qui avaient formé les États-Unis. Et donc, il y avait bien sûr les peuples premiers, les Amérindiens, mais aussi tous les peuples de l'immigration nord-américaine. Dont... En 89, et puis après, il y a eu des tournées avec Jai notamment. Voilà, et je suis retourné en 89 après, je crois. C'est 89 ou il y a une deuxième? C'est 89 le deuxième, oui. Et après, plutôt un petit peu avant, il y a eu des tournées organisées par, en gros, l'Alliance française et la direction de la musique pour les groupes français de musique traditionnelle. Et celle où il y avait, comment elle s'appelle, la Vendéenne? On était ensemble en 89, mais tu avais dû venir avant avec Manu Carjan et Lomic. C'était avant 89. C'est en 76, oui. Ça, c'est en 76. Ça, c'est pour le bicentenaire. Voilà, il y avait... comment elle s'appelait, la chanteuse en 89 Non, ça, c'est en 76. La chanteuse vendéenne. Brochet, je crois. Qui avait fait le même pari. Alice Brochet, voilà, qui avait fait le même pari que moi, c'était de ne jamais chanter deux fois la même chanson durant toute la durée du festival. On s'en est rendu compte après en discutant.